l'entretien de la matinale. Et c'est Yasmine Jaffar qui est avec nous. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Nous accueillons ce jeudi Michael Lassalle. Bien entendu, le nom vous parle. Il s'agit du neveu de Jean Lassalle, candidat à la présidentielle du parti Résistons et qui, bien évidemment, est un soutien de poids. Bonjour Michael, bienvenue. Bonjour Yasmine. Alors, vous vivez à Mayotte, d'ailleurs, honnêtement, est-ce que le passage éclair de Jean Lassalle le mois dernier était prévu depuis quelque temps déjà, ou bien c'est une fois arrivé à La Réunion à 2 heures de vol de Mayotte que l'idée a germé? Ça a été un petit combat. En fait, il a eu les crédits à peine une semaine avant, parce que les candidats sont garantis à hauteur de 800 000 euros, mais il faut encore trouver la banque qui veut bien vous prêter. Et donc, une banque a bien voulu lui prêter seulement une semaine avant de voyager à Mayotte. À partir de là, le voyage a été prévu, sauf que 3 jours avant le voyage, patatras, il n'a pas été invité dans un bon nombre de médias, donc la question du maintien de la candidature s'est posée. Et finalement, c'est en étant à La Réunion qu'il a acté définitivement le voyage à Mayotte, donc ça a été beaucoup de rebondissements. Justement, il a voulu renoncer et puis il voulait complètement arrêter cette aventure présidentielle avant de se reprendre en main. Mais lorsqu'on sait que ce n'est pas la première fois que Jean Lassalle se présente à une élection présidentielle, ça étonne un peu qu'il s'étonne lui-même qu'il soit considéré comme un petit candidat et qu'il veuille renoncer. Mais déjà, en 5 ans, la situation a un petit peu évolué parce que autant il y a 5 ans, il y avait une petite gêne, on a quand même eu un débat à 12, autant cette année, c'est clairement assumé que les petits candidats, ils comptent pas. Donc encore petit, on devrait dire candidat tout court. Et il y a aussi les nouvelles lois donc du nouveau CSA, l'ARCAM, si je dis pas de bêtises. Si l'ARCAM avait appliqué les lois il y a 5 ans, M. Macron n'aurait jamais eu le temps de parole qu'il a eu il y a 5 ans. Parce qu'il n'avait aucun élu. Dans les sondages, jusqu'à l'affaire Fillon, il n'était pas incroyable. Donc on a l'impression que cette loi aussi, elle est un petit peu bricolée pour cette campagne. Et donc oui, forcément, on se sent méprisé et complètement, notre voix n'est pas du tout entendue, sauf depuis une semaine et l'égalité du temps de parole. Donc vous estimez que, si aujourd'hui Emmanuel Macron, Marine Le Pen arrivent en tête des sondages, ça veut dire quelque part que tout cela est travaillé quelque part, c'est du voulu C'est du dans les voulu, sondages? je sais pas si c'est aussi direct, il y a pas non plus des marionnettistes qui font ça. Mais c'est évident que quand on compare les temps de parole, on a comparé les 15 premiers jours de mars, monsieur Macron, madame Le Pen et madame Pécresse, ils étaient à 140-150 heures de temps de parole. Monsieur Poutou, monsieur Lassalle, ils étaient à 8 heures. Donc forcément que ça a un impact Les énorme. candidats n'ont pas tous la même visibilité. Ah ben ça, c'est évident et depuis 1 an. Enfin, il y a que le temps d'égalité de temps de parole qui intervient beaucoup trop tard dans la campagne et donc forcément, on part avec, un énorme poids, c'est un 100 mètres, c'est un 100 mètres qu'on court avec un poids de 10 kilos en plus, si vous voulez. Donc vous considérez que Jean Lassalle part déjà avec un handicap? Oui, oui, enfin pas que lui d'ailleurs, hein, l'ensemble des 10 petits candidats, qui sont, complètement invisibilisés depuis 1 an, en fait. Alors Jean Lassalle, c'est ce personnage atypique qui provoque des sourires à chaque passage, à chaque prise de parole. Il avait même été désigné il y a quelque temps comme le député le plus populaire de France, mais il n'arrive pas à décoller dans les sondages, on vient de le dire, pas plus de 2%. À 3 jours du premier tour du scrutin, croyez-vous encore à un miracle? Heu, Après honnêtement, on réfléchit pas trop aux résultats qu'il y aura. Faut se donner à fond et puis on fera les comptes après, après il est à 3 quand même, c'est un petit pourcent qui est important pour nous. Mm. Mais honnêtement, on se lance à fond dans la bataille, on calcule pas et puis adviendra ce qui pourra, hein. Il a déclaré: «Nous vous avons trop négligé, trop abandonné depuis trop longtemps». Il s'adresse aux territoires ultramarins. Il promet du respect et de la considération, pour donc les territoires d'outre-mer. Mais quand on regarde bien dans son programme, l'outre-mer n'a pas vraiment été pensé. En tout cas, il y a cette impression d'une prise de conscience de dernière minute de ces territoires. Alors c'est pas, je pense pas que ce soit vrai parce que mais déjà, lui, il y a 2 choses qui sont très importantes pour lui, c'est l'agriculture paysanne et c'est également, l'aménagement du territoire et à ce niveau-là, l'outre-mer en a énormément besoin et donc si on arrive notamment à maintenir à flot les petites exploitations agricoles, la pêche locale comme à Mayotte et qu'on repense l'aménagement du territoire,
Je vois à Mayotte des communes, comme Dembéni, en fait, c'est 5 communes Dembéni, c'est Ajangoua, c'est Dembéni, c'est Iloni, c'est Tsarano, c'est Angoujou, c'est Ironibé même. Ça a pas de sens d'avoir des communes énormes comme ça. Donc forcément, on a des réponses à apporter sur ce plan-là et on est convaincu que si on arrive à rétablir un État, c'est ce qu'il dit à chaque fois, qu'il faut, réhabiliter l'État et beh, l'outre-mer n'en sera bénéficiaire également. On va rester sur votre exemple. Vous dites qu'à Dambéni, vous donnez l'exemple de Dambéni, pour vous, clairement, c'est Tsararano peut constituer une commune. Mais moi, je viens d'un village de 150 habitants, Lourdes-sur-Sichère, ça s'appelle. Donc quand je vois des communes comme celle de Dembéni, mais c'est pareil pour Bandrélé, c'est pareil pour Koungou, pour Bandraboua, forcément je suis un petit peu choqué et quand je vois que le maire et le conseil municipal doivent gérer, je sais pas, 5, 10, 15 écoles primaires, ben forcément que les élus sont dépassés et on en arrive à des situations où les écoles primaires sont dans des états, moi ma femme travaille à Tsararano, ils ont été en droit de retrait il y a pas longtemps, parce qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles. Mais quand on a une mairie qui doit gérer autant d'écoles, c'est un peu facile de lui mettre la faute uniquement dessus et à ce niveau-là, l'État n'est pas au rendez-vous. Donc si Jean Lassalle, devient président de la République, d'ici 2 semaines, parce qu'elle est de tour, donc vous pensez que dans son projet, on pourrait imaginer que, heu, repenser des toutes petites communes? Mais lui, ça a toujours été son combat, il veut abroger la loi NOTRe et la loi MAPTAM, donc ils font des métropoles géantes et de grandes régions et forcément, il est contre la suppression des communes et la fusion des communes. Je crois que c'était sous le mandat Hollande, on voulait passer de 36 000 communes à moins de 5 000. On se doutait bien que ça va faire des dégâts et on voit cet exemple, il a été appliqué à Mayotte et je pense qu'il est désastreux. Donc oui, à la fois, on veut revenir à des communes de dimension humaine et qui permettront aux élus locaux d'être mieux gérés et à la fois, le fait que le conseil départemental soit aussi régional, c'est un problème parce que, on voit bien qu'il a plein de compétences, mais qu'il a pas les budgets en face. Donc Absolument, on il y a pourra 0 € pour la exactement. région. Donc on pourra discuter avec les élus du département, ce qu'ils veulent comme compétences régionales et ensuite peut-être en redonner à l'État selon la volonté des Mahorais. Mais bon, il faut repenser ça et l'établissement public, de l'aménagement promis par monsieur Macron, bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu du vent et un petit peu une manière de dire: «OK, les élus mahorais, vous êtes pas capables, nous on va s'en occuper». Mais si on donne pas le moyen aux élus mahorais, non, ils y arriveront pas. Donc vous estimez que les élus sont un peu, mis à l'écart dans le développement du territoire? Mais c'est pas qu'ils sont mis à l'écart, c'est qu'ils doivent gérer des structures qui sont impossibles à gérer. Donc forcément, c'est un peu, à Mayotte, tous les voyants sont rouges et dans ces conditions, on peut critiquer les élus autant qu'on veut. J'imagine qu'il y a je suis pas là pour dire si c'est bien, si c'est mal ce qu'ils font. J'imagine qu'il y a de quoi dire. Mais en tout cas, on leur donne pas les outils, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, ça c'est évident. Il faut rappeler que les maires et les conseillers municipaux, c'est rarement des politiciens professionnels et ils font ce qu'ils peuvent comme ils le peuvent. Jean Lassalle pourrait s'engager pour, augmenter le budget des communes, le budget du département. Oui, oui, et alors lui, il veut déjà restaurer les dotations des communes et des départements à hauteur de ce qu'elles étaient en 2017, à hauteur d'1 milliard d'euros. Donc évidemment que les budgets seront plus conséquents et seront mieux répartis parce qu'en effet, ce ne sera pas une commune comme Dembéni qui aura un budget à gérer, mais ce sera Ajangoua, Ironibé, on a donné l'exemple. Alors, lors de son passage à Mayotte, Jean Lassalle s'est rendu sur un champ d'exploitation à Combagny à la rencontre d'un jeune agriculteur. Sur place, il découvre ses exploits, mais aussi ses difficultés, notamment liées au vol. Lui qui se fait le porte-parole de la France des périphéries et des oubliés, quelle réponse pourrait-il apporter aux agriculteurs mahorais? Mais déjà, monsieur Soumaïla Moeva, il nous a présenté des solutions très intéressantes. Il nous a notamment parlé de la loi littorale qui empêche les agriculteurs mahorais de construire, sur leur exploitation et donc de pouvoir, quelque part surveiller, parce qu'on en est réduit à ça aujourd'hui à Mayotte, surveiller leur exploitation contre les vols. Donc ça évidemment, c'est une piste, qu'on retient. Il a signé notamment les propositions des JA de Mayotte lors de son passage au salon de l'agriculture. Et de manière plus générale, il prévoit 3 milliards d'euros par an pour les campagnes de France grandes causes nationales et ces 3 milliards d'euros, forcément, ils vont permettre, de financer des choses pour les agriculteurs et notamment pour une agriculture plus humaine et de meilleure qualité encore que ce qu'elle est déjà en France, qui est déjà d'une très bonne qualité.
Et donc, notamment en finançant, ça peut être à la fois, un financement local, en finançant des coopératives, en finançant des infrastructures. On a bien vu les routes dans quel état elles sont à Combani. Donc, c'est toutes ces idées, mettre en place un ticket paysan. Donc, de manière générale, c'est aider les paysans via des financements et que les paysans n'aient pas à aller chercher des financements en montant des dossiers, impossibles à monter, Mais mais d'ailleurs, les plutôt dossiers pour les que monter, ils sont souvent, stoppés par cette autre réalité que représente le foncier qui ne leur appartient pas forcément, en tout cas sur les papiers. Heu, Comment faire pour, y remédier? et ça, c'est pas une question facile, mais de manière générale, il faut réussir à faire un audit à Mayotte sur ça. Et après, évidemment qu'il y a plein d'exploitants, ils ont, ces terres depuis des décennies, voire des siècles, j'ai envie de dire, et on leur nie, cette propriété. Donc après, c'est aussi au service de l'État d'être au plus proche du terrain et de se montrer humain tout simplement et logique et pas toujours vouloir plaquer des normes qui ont pas de sens. Alors, le candidat de Résistants veut dépénaliser les drogues douces, notamment le cannabis. À quoi pense le candidat lorsqu'il envisage la légalisation de cette drogue? Par exemple, on peut l'acheter. Est-ce que pour lui, on pourrait l'acheter partout où on veut, à tout moment? Il parlait, plutôt soit de ce serait vendu dans les bureaux tabac pour leur redonner un petit peu de travail et également pourquoi pas, que ce soit vendu par la force publique, enfin par l'État. Ça permettra à l'État de se faire un petit peu d'argent et ça permettra aussi de contrôler cette vente pour pas que ça aille dans tous les sens. Mais surtout c'est arrêter de on mobilise beaucoup de moyens, contre le cannabis. On voit bien que ça ne marche pas et que ces moyens pourraient être mobilisés contre d'autres trafics qui sont beaucoup plus graves. Lorsqu'on regarde, Mayotte, c'est une île où la drogue fait des ravages, notamment je parle de cette, drogue appelée chimique. Est-il judicieux de légaliser, certaines consommations de drogue? Mais après, la chimique, ça a l'air vraiment d'être un cocktail assez détonnant, donc c'est pas exactement la même chose que l'herbe et quand on parle de l'herbe qui voudrait être légalisée, ça permettra aussi, de constituer, des cahiers des charges et que ce soit fait de manière d'une plus grande qualité et qu'on arrête de mettre n'importe quoi dedans. Mais la chimique pour le coup, non, ce serait pas compris dedans parce que ça c'est, je sais pas ce qu'ils y mettent dedans, mais c'est vraiment une drogue, Mais c'est qui déjà ravage un le début cerveau. peut-être quand on commence par légaliser le cannabis, quelque part ça au moins ils ont les acheteurs, en tout cas les consommateurs ont déjà, un premier produit qu'ils peuvent utiliser pour fabriquer cette chimique. Alors je comprends ce que vous voulez dire, mais par contre si on arrive à si en fait les moyens qui seront libérés pour, ce trafic de drogue-là, parce qu'on va le légaliser, beh, ils seront utilisés ailleurs pour lutter contre les addictions beaucoup plus graves. Donc en métropole, ça va être, des drogues comme la cocaïne qui font des ravages et ici précisément ce sera la chimique. Donc je pense que si on mobilise des moyens, d'autant plus de moyens contre, ce trafic et contre, cette consommation, ben, on peut penser qu'au contraire, la consommation va baisser. Mais bon, après, ça, c'est des paris politiques. On n'a pas remarqué en tout cas moi j'en ai pas vu des affiches de propagande concernant Jean Lassalle, comment ça se fait qu'on n'est pas à Mayotte? Et beh, ça se fait que, déjà, on les a reçus très tard. Là, on vient de les recevoir, il y a 3 jours. Parce que bon, les aléas, mahorais font que c'est pas toujours facile de recevoir, le matériel en temps et en heure. Et après, on a un tout petit, comité de soutien qui se compte sur les doigts d'une main. Donc, j'avoue qu'on essaie de faire ce qu'on peut. Et après, dernière chose, c'est aussi qu'on sent que les Mahorais, on les sent assez loin de cette présidentielle finalement et que la «propagande politique» entre guillemets, elle passe pas, à mon Il n'y a avis, le pas eu un premier seul meeting en tout parti cas, c'est bien cela, hein? non, non. Non, Bon ce après, n'est pas honnêtement, prévu. on n'a pas un gros budget, on aura certainement un budget à hauteur de 800 000 € à la fin de la campagne. Ça ne nous permet pas de faire énormément de choses. Donc après, on essaie de communiquer un petit peu autour de nous, mais c'est vrai qu'on n'est pas incroyablement visible. On le regrette. Merci, merci, beaucoup. Les 15 minutes se sont déjà écoulées. Merci beaucoup, Michaël Lassalle. Je rappelle donc que vous êtes un soutien en tout cas vous faites partie du comité de soutien du candidat, Jean Lassalle. Merci d'avoir été l'invité du Zakwidi. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Marhaba Nyengi, comme on dit chez vous.